Bonjour à tous. Je vous propose de commencer notre conférence. Maintenant, on va parler de comment protéger les applications dites fantômes, c'est-à-dire le terme anglais est peut-être plus connu, tout ce qui est Shadow IT, ce sont toutes les applications qui échappent un petit peu au contrôle des équipes informatiques, les applications cloud, les applications web ou mobiles qui sont mises en place, développées et utilisées par les organisations, les métiers, les fonctionnels, sans forcément demander leur accord ou leur avis à ceux d'entre nous qui sommes responsables de la sécurisation du système de l'information. Donc ces applications, elles sont légèrement ignorées parce que dans la plus grande majorité des cas, les entreprises ont mis en place une politique de sécurité adéquate, moderne et adaptée pour la sécurisation des applications critiques. Il y a toutes ces autres applications, toutes ces autres utilisations du cloud, de la mobilité, des réseaux sociaux qui échappent un petit peu, qui sont devenus très populaires et qui échappent un petit peu au contrôle. Et quand on essaye de se poser la question des conséquences, de ce que ça signifie pour l'organisation, ben, il faut regarder les risques qui sont liés à cette utilisation incontrôlée d'applications cloud, d'utilitaires disponibles en quelques clics, ou de sites web mis en place en interne ou pour des raisons de communication externe qui sont vulnérables. Il faut essayer de comprendre ou d'intégrer pourquoi la protection de ces applications qui sont non critiques par nature est importante. Pourquoi est-ce que ce périmètre applicatif, je dirais non critique, le devient de fait par l'évolution des technologies et des usages. On regardera aussi l'aspect des coûts. Comment est-ce qu'on peut protéger ces applications Shadow IT sans faire exploser ces coûts, et quels sont les bénéfices que les utilisateurs eux-mêmes, les métiers, les fonctionnels, peuvent retirer d'une politique ou de la mise en place d'un service qui permette de sécuriser ces applications de Shadow IT. Voilà, donc dans un premier temps, je vous propose de parler un petit peu des enjeux du Shadow IT, des applications cloud, des applications web, et ensuite je vous présenterai Cloud Protector, donc la solution mise au point par Dinaio. Donc, si on prend un petit peu de recul, de quoi s'agit-il? Il s'agit essentiellement de l'évolution en cours vers la révolution numérique, vers l'automatisation des échanges de manière électronique, et dans un contexte où le monde est ouvert, et tout le monde communique avec tout le monde, ou en tout cas nous sommes tous des utilisateurs quotidiens d'applications cloud, d'applications mobiles qui permettent de faciliter les échanges avec tous les bénéfices que ça intègre, mais aussi avec un certain nombre de risques. Il faut en fait bien prendre conscience que le pendant de cette révolution numérique, c'est l'exposition de plus en plus ouverte de nos identités, des identités qui font que nous sommes qui nous sommes d'un point de vue numérique, en particulier avec l'interconnexion des applications, des sites, il y a un certain nombre de risques qui sont en train dont il faut prendre conscience, et en tout cas bien prendre conscience que les attaquants, ceux qui cherchent à accéder à nos informations, ceux qui cherchent éventuellement à nous nuire, eux vont aller au plus rapide, et les applications non critiques dont on parlait il y a quelques instants, elles sont probablement les plus vulnérables parce qu'elles sont moins administrées, donc on prend moins de temps pour s'assurer qu'elles ne le soient pas. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de mettre en place une politique de sécurité qui soit complète, qui intègre l'ensemble de vos applications, les applications critiques qui sont peut-être, et je l'espère, déjà protégées, et puis celles qui le sont moins, pour les raisons que nous avons maintenant évoquées. Alors, quand on parle de données personnelles, on parle d'un certain nombre de choses, notre identité en effet, mais aussi des informations plus personnelles sur
notre adresse, notre curriculum vitae, nos données médicales, nos activités de paiement, nos informations financières, mais aussi tout le quotidien de nos échanges électroniques. Donc, que ce soit via email, mais aussi ce que certains d'entre nous partagent sur eux-mêmes ou sur leur vie dans les réseaux sociaux. Ces données personnelles sont partagées de plus en plus par les applications. C'est des applications web ou des applications mobiles qui interagissent entre elles et qui font que nous bénéficions de services, on va dire, à valeur ajoutée ou à valeur plus ou moins ajoutée, mais qui facilitent notre interaction quotidienne avec les uns et les autres, avec notre consommation de services nouveaux qui nous permettent, on l'espère en tout cas, d'améliorer notre quotidien. Et tout cela dans un contexte où, je l'évoquais tout à l'heure, les applications elles-mêmes partagent de l'information, on est avec le cloud, et la systématisation d'utilisation des API, on est dans un système interconnecté où il est assez difficile en fait de faire la part des choses entre les données qui sont locales, on va dire les données qui vont être utilisées par une application et celles qui restent confinées à cette application, et puis celles qui seront partagées par d'autres applications de manière automatique, sans presque que nous en rendions compte. Si nous avons, comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous, la tentation d'accepter par défaut tout ce qui nous est proposé, en particulier sur les réseaux sociaux. Donc, ce rappel fait sur la relative volatilité ou la permissivité que nous avons donnée à nos données numériques, jetons un œil sur le parc applicatif de votre organisation. Il était indéniable que les applications prolifèrent. Il y a de plus en plus d'applications. Dans certaines organisations, on les compte par milliers. Ce sont à la fois des applications, donc des sites web développés en interne ou des applications cloud, des applications en mode software as a service qui sont utilisées, soit des applications gratuites, soit des applications payantes, mais qui sont utilisées au quotidien par les métiers pour répondre à des besoins spécifiques du moment ou, de manière plus définitive, c'est la mise en place de moyens de partage et de collaboration au sein de l'entreprise, avec les réseaux sociaux d'entreprise ou avec les wikis et autres outils de ce genre. Et enfin, c'est les applications mobiles et tout ce qu'il y a derrière les applications mobiles, donc les web services qui fournissent, qui computent les données que nous consommons via ces applications mobiles. Et à l'évidence, il y a un grand nombre de ces applications qui échappent au contrôle de la direction informatique ou des responsables de la sécurité informatique. C'est pas, voilà, ce n'est pas j'enfonce un peu une porte ouverte, mais néanmoins, il faut en prendre conscience, car dans toutes les types d'entreprises, mais quelle que soit leur taille, on va trouver des initiatives qui consistent à accélérer l'accès, accélérer la capacité à communiquer, à partager, à créer de la valeur, qui se font un petit peu en dehors des coûts, en dehors des procédures qui peuvent exister. Et là, on pense à des sites marketing, plus ou moins, donc qui peuvent être temporaires ou pour répondre à une campagne précise, mais qui peuvent aussi durer dans le temps. On pense à des outils de partage de fichiers, des applications internes, des sites collaboratifs, des applications collaboratives qui s'appuient sur ces technologies de l'Internet. Et donc ce qui est intéressant, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que ces applications sont une proie facile pour les attaquants. Comme toutes les applications web, elles sont vulnérables, et j'ai même peut-être plus, parce qu'elles sont considérées comme non critiques, elles le sont peut-être d'autant plus parce que le département marketing ou le département qui aura mis en place telle ou telle application ne se souciera peut-être pas, soit que ce soit fait en interne ou sous-traité, de vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité dans le CMS qui a permis de créer l'application, ou que telle ou telle vulnérabilité a été correctement patchée, qu'on est à jour de la dernière version de la plateforme, etc. Donc, jugées moins critiques, elles sont aussi moins protégées de manière proactive. Surtout ces
Donc, quand on évoquait les responsables de la sécurité ignorent leur existence ou n'ont pas imposé une politique de sécurité qui intègre ces applications-là. Souvent, les entreprises qui ont développé ou qui ont mis en place des contrôles de sécurité, on va dire adaptés, comme un Web Application Firewall, un WAF, l'ont fait pour des applications bien identifiées, critiques, jugées critiques, pour lesquelles il y a une analyse de risque qui a été faite, et se disent que le coût d'administration du WAF ne permet pas d'intégrer dans ce périmètre, dans le périmètre de protection, ces applications non critiques. Et donc enfin, il faut bien réaliser que, comme toute application web, toute application qui peut être accessible donc face à l'Internet ou même accessible depuis un navigateur à l'intérieur d'un réseau d'entreprise, elles sont la cible d'attaques qui sont à la fois des attaques automatisées avec des robots, des scanners qui vont chercher à les découvrir, à chercher à trouver de l'information, à collecter de l'information, mais aussi à terme ou in fine par des hackers ou des gens qui vont tenter manuellement peut-être s'ils y trouvent un intérêt, si le scanner a découvert des choses intéressantes, exploitables, à attaquer ou porter une attaque un peu plus ciblée sur ces applications, afin de collecter de l'information tout simplement qui pourra être réutilisable pour une attaque beaucoup plus d'envergure. Mais nous allons revenir à l'instant maintenant sur la portée de ces attaques. Ce qui est visible à la plupart d'entre nous, ou à la plupart des gens qui ne sont pas forcément des experts, c'est la partie, on va dire, que je qualifie de problématique, mais qui peut l'être un petit peu plus, des attaques applicatives. C'est le fait que si on est un site e-commerce, par exemple, on va avoir son site aspiré, les prix adaptés par la concurrence de manière automatique, du fait que ces technologies le permettent. Ça peut être la défiguration d'un site web, ça peut avoir des répercussions sur la réputation de l'entreprise, et du coup, c'est visible et c'est ennuyeux au minimum. Le déni de service aussi, l'application ne répond pas parce qu'elle a été bombardée. J'ai écouté ce matin à la radio un reportage sur une initiative citoyenne qui se félicitait du fait que leur site a été pris d'assaut. Je pense qu'il y a une grande partie d'enthousiasme populaire, mais aussi peut-être une attaque en déni de service qui est à l'œuvre. Et donc ça, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est ce qui fait que la plupart des gens ont entendu parler des attaques applicatives. Puis il y a la partie moins visible de l'iceberg et pour autant très préoccupante. C'est ce qui concerne donc ce qui peut arriver aussi par l'intermédiaire d'une attaque applicative. Donc ça va être du vol de données personnelles, infection par un malware, au fait que des clients, des navigateurs se connectant à l'application soient compromis. Ça va jusqu'à la fuite de données financières, l'usurpation d'identité, le vol de cookies et autres, les attaques de type man in the browser, donc qui s'insèrent dans une navigation Internet et qui permettent de capturer beaucoup d'informations sur l'utilisateur, sur les flux auxquels il accède. On l'a vu avec TV5 Monde, c'est où ça va jusqu'à l'interruption de la capacité de production d'une organisation et voire même la destruction d'outils de production in fine. Donc les attaques applicatives sont que des risques informatiques ou des risques cyber et elles peuvent avoir des conséquences importantes. Je prends deux exemples tirés de l'actualité qui sont peut-être un petit peu bateaux, mais qui permettent à ceux d'entre vous qui ont besoin de convaincre d'argumenter le point. Le vol de données personnelles, de quoi parle-t-on? Vous avez entendu parler de l'histoire de Ashley Madison, un site de rencontre qui a été hacké il y a un an à peu près, ou il y a quelques mois en tout cas, avec des volumes de données importants qui ont été dérobés par une simple injection SQL. Donc un site web vulnérable, une vulnérabilité exploitée par un attaquant qui a permis d'exfiltrer toute la base de données
Et après, les conséquences, je ne vais pas me refaire, je veux pas refaire l'histoire, mais il y a eu des conséquences importantes, voire dramatiques. Donc, une vulnérabilité dans l'application, dans le site web, exploitée par un attaquant, c'est des millions d'identités qui sont exfiltrées et qui sont ensuite, il faut savoir, vendues ou mises à la disposition de tout un chacun. Et comme on sait comment chacun d'entre nous a tendance, pour se simplifier la vie, à utiliser les mêmes identifiants et mots de passe pour divers sites, des sites, on va dire, personnels, mais aussi des sites professionnels, il y a de grandes chances que dans les données qui ont été exfiltrées par les attaquants, on va retrouver des données très confidentielles, très utiles pour quelqu'un qui souhaiterait attaquer telle ou telle entreprise. Deuxième exemple plus récent, ou il a fait l'actualité plus récemment, vous avez peut-être entendu parler de ces fameux logiciels de rançon, Loki ou Samsung ou autres, qui eux aussi exploitent en fait une vulnérabilité dans un site web pour planter, pour prendre le contrôle du serveur et installer un logiciel, un malware, qui va permettre de chiffrer les données et ensuite de faire du chantage au déchiffrement. Voilà. Ce sont deux exemples récents ou assez récents pour montrer que même une application finalement peu critique peut devenir une source importante d'intelligence pour les attaquants ou de nuisance pour l'entreprise si on ne prend pas la peine de les protéger. Alors maintenant, comment sécuriser vos sites web et vos applications cloud? Parmi les solutions qui existent sur le marché, je vais vous présenter le Cloud Protector, qui est donc une nouvelle approche de la sécurité applicative, la sécurité des sites web et des applications cloud, mis au point par Denial, et qui s'articule autour de ces 6 mots-clés: simplicité, sécurité, élasticité, contrôle, performance et confiance. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que nous entendons sur chacun de ces thèmes. Donc on va commencer par la sécurité, parce que c'est le plus important, on l'a vu déjà tout à l'heure. Sur la sécurité, ce que nous avons fait chez Denial, c'est créer des politiques de sécurité prédéfinies qui s'appuient sur les différents moteurs de sécurité que Denial, depuis 15 ans, développe et met en œuvre pour une grande majorité dans des contextes d'applications très critiques, chez des grands comptes. On a packagé ces différentes techniques au sein de politiques de sécurité qui ont été testées pour à la fois être efficaces contre les principales attaques, mais aussi limiter ce qu'on appelle les faux positifs. Les faux positifs, c'est simplement le fait de bloquer de manière inadéquate une requête, encore une demande d'accès à l'application. Et donc, ces politiques de sécurité testées, elles sont efficaces contre la plupart des attaques courantes. On ne peut pas être exhaustif complètement dans ce domaine, mais disons qu'elles vont couvrir les différentes techniques d'injection, de cross-site scripting, de directory traversal, etc. Et elles ont été testées, elles sont particulièrement efficaces contre des techniques d'attaque ou des attaques qui n'auraient pas été déjà identifiées, pour lesquelles on n'a pas créé de signature, donc qui ne sont pas déjà répertoriées, ce qu'on appelle les attaques zéro, des attaques inconnues ou encore inconnues. Et aussi les tentatives ou les tentatives que font les attaqueurs de contourner les protections de type Cloud Protector, grâce à un certain nombre de technologies sur lesquelles je pourrais revenir si vous êtes intéressé, qui permettent de rendre les choses beaucoup plus difficiles pour les attaquants. Donc la sécurité, c'est quoi? C'est des rapports ensuite qui vous permettent de voir comment votre application est attaquée, par quel type de technique. C'est une information qui peut être utile si vous êtes intéressé par le sujet pour identifier éventuellement des corrections qui peuvent être apportées aux différentes applications. Néanmoins, si on a des centaines ou des milliers d'applications, savoir être capable de regarder d'un point de vue statistique qu'on est plus ou moins attaqué à tel ou tel moment par telle ou telle technique, c'est une donnée intéressante. La simplicité. C'est le deuxième point le plus important. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, ces applications sont, considérées comme non critiques. Elles ont un usage
relativement peu contrôlés. Et il faut donc que la mise en œuvre d'une politique de sécurité adéquate ne devienne pas trop compliquée ou n'empêche pas l'utilisation de ces fameuses applications cloud ou web. Et donc, dans ce domaine, ce que nous avons fait, c'est de faire en sorte que vous puissiez mettre en œuvre une protection efficace aussi facilement que vous choisissez un abonnement téléphonique. Donc, on va vous guider dans la démarche. Il suffit, dans un premier temps, de choisir le plan, l'abonnement qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget. Et ensuite, d'importer vos certificats si vous utilisez HTTPS. Si ces applications utilisent HTTPS, il faudra importer le certificat qui permet de faire ce chiffrement. Et ensuite, de choisir la fréquence de données. Une fois qu'on a redirigé les flux, c'est-à-dire qu'on a fait le changement, c'est un petit peu plus technique, mais il y aura dans toutes les organisations quelqu'un qui est capable de faire cela, ou un hébergeur capable d'aider, vers Cloud Protector, et bien en fait on est protégé, et Cloud Protector fait tout le reste. La sécurisation du site, son accélération est complètement prise en charge, on n'a plus rien à faire, entre guillemets, que de gérer les éventuels faux positifs dont on reparlera dans un instant. Donc la configuration de Cloud Protector, elle se passe avec ces 3 étapes. Vous retrouvez à gauche les 3 politiques de sécurité préconfigurées que j'évoquais tout à l'heure, une sécurité standard, une sécurité avancée, une sécurité élevée, et sur la droite, l'écran qui permet d'importer les certificats et les clés privées qui permettent au site, à votre site, de fonctionner avec la sécurité, donc le chiffrement du trafic, comme il le fait actuellement, cette fois-ci en passant par Cloud Protector. Concrètement, la redirection, c'est cela. Au lieu d'aller directement attaquer, entre guillemets, votre site, les hackers ou les visiteurs légitimes vont passer via Cloud Protector, donc dans le cloud, pour être vérifiés et être ensuite redirigés vers votre site, où qu'il soit hébergé, chez vous, dans le cloud, ou chez un hébergeur, quelle que soit la configuration. Ici, vous avez un exemple des instructions qui sont données pour faire la redirection des flux, donc le changement de DNS. Je l'évoquais, les faux positifs, c'est un risque encore qu'il convient de gérer. Qu'est-ce que c'est qu'un faux positif? C'est quelqu'un qui est en train d'utiliser l'application, qui clique à un endroit ou qui tape une URL et qui est rejeté. Sa demande est rejetée. Ça peut être pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est qu'il a effectué une attaque, il a tenté de faire quelque chose de malicieux. À ce moment-là, on le bloque. Mais néanmoins, s'il a fait quelque chose qui a été interprété par Cloud Protector comme étant une attaque et que ça n'en est pas une, l'utilisateur pourra faire remonter l'information qu'il a été bloqué de manière indue. Et ensuite, l'administrateur du site web ou de l'application pourra assez facilement créer une exception dans la politique de sécurité de Cloud Protector, c'est-à-dire apprendre à Cloud Protector à ne pas bloquer dorénavant ce genre de demande. Donc là, vous avez une toute petite phase d'administration qui demeure. Dans la tentative de simplification, il reste quand même nécessaire de gérer ces cas-là, ces scénarios qui arrivent plus facilement ou qui sont plus dont la probabilité est plus grande si vous choisissez le plan le plus avancé. L'élasticité, on est dans un produit cloud, donc toujours disponible, qui s'adapte à l'évolution de votre trafic, y compris sur des hausses importantes de volume, de nombre de visiteurs, des hausses ponctuelles qui peuvent être majeures. Pour certains sites, c'est le cas, les campagnes promotionnelles en particulier, ou bien entendu les sites e-commerce, les sites de ticketing, etc., les sites de jeux. La puissance du cloud, c'est aussi la capacité par le service de s'améliorer au fur et à mesure. On apprend au fur et à mesure que nous filtrons de nombreux sites. On apprend aussi, on ajoute aussi régulièrement des fonctionnalités nouvelles.
sur laquelle on pourra revenir si vous êtes intéressé. Et puis enfin, c'est la puissance ou la nature de l'élasticité, c'est aussi étant une solution cloud, le prix est en adéquation avec la philosophie, c'est-à-dire que vous pouvez vous payer mensuellement par défaut et vous pouvez modifier ou interrompre votre abonnement à n'importe quel moment. C'est dans l'esprit du cloud. La performance, c'est quoi? Eh bien, puisque nous sommes entre les utilisateurs et ces fameuses applications, eh bien, on peut mettre en œuvre un certain nombre de techniques de cache, de compression qui accélèrent la performance du site, qui optimisent l'expérience des utilisateurs et aussi qui optimisent les coûts, puisque avec la compression, on peut faire des économies de débit. Donc ça, c'est un point positif au-delà de la sécurité. Le contrôle, ben, c'est la possibilité qui vous est offerte de suivre, si vous êtes intéressé, la performance de votre site, en termes de trafic, en termes de temps de réponse, en termes de nombre d'utilisateurs, mais aussi d'analyser éventuellement l'évolution de votre trafic en fonction de qui sont les visiteurs, de où ils viennent et de ce qu'ils font avec vos différents sites. J'ajoute ici à ce niveau-là que pour les entreprises qui auraient un très grand nombre d'applications de ce type, il est possible d'automatiser complètement la gestion de Cloud Protector via une API qui est publique, qui est accessible, en tout cas, dans le cadre du plan business, et qui permet d'automatiser complètement le process de protection d'un site web et l'administration de toutes les tâches qui sont possibles de manière automatique. La confiance, enfin, c'est quoi? C'est des professionnels, comme Denial, qui existe depuis 15 ans, qui a fait ses preuves, qui est reconnu par le marché, par les entreprises qui nous font confiance, plus de 600 entreprises qui nous font confiance dans le monde, par Gartner, un cabinet d'analystes qui nous a positionné comme visionnaire sur le marché du WAF, reconnu aussi par les autorités françaises, puisque nos produits sont certifiés et qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ce qui les rend d'autant plus utiles dans le cadre notamment des services publics ou de la protection des opérateurs d'importance vitale. Et enfin, c'est un service qui est hébergé par Telehouse, qui est sur un cloud souverain. Donc, Telehouse, c'est une société de droit japonais, basée en France et opère en France, mais qui est de droit japonais, donc qui n'est pas soumise au Patriot Act comme Denial. Nous sommes tous les deux indépendants de sollicitations que pourraient faire des juges américains pour accéder à des données de sécurité issues de Cloud Protector. Ce qui veut dire que si vous souhaitez mettre en œuvre une solution de sécurité, on va dire, de confiance souveraine, eh bien, vous en avez une ici d'excellente facture et qui est complètement indépendante des Américains. Alors, quelques informations sur les prix, les abonnements et le prix. Vous trouverez ici donc les 4 plans qui sont proposés, le plan personnel, professionnel, business et entreprise. Pour vous les montrer, je vais aller directement sur le site web. Voilà, donc normalement, vous devriez voir les 4 plans. Donc, les fonctions, bien entendu, les fonctions de base du Web Application Firewall, donc le WAF, l'accélération du site, le reporting et le support par email font partie de la base partagée par tous les plans. Lorsqu'on passe du plan personnel au plan professionnel, on ajoute la possibilité d'avoir un niveau de sécurité plus grand, mais aussi de gérer les exceptions, ce qu'on appelle les exceptions, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure comme les faux positifs, la terminaison SSL, une bande passante plus importante. Et lorsqu'on passe sur le plan business, et bien là, on a accès à la politique de sécurité maximale qui inclut notamment des fonctions d'analyse grammaticale, de sandboxing, qui sont plus importantes, plus efficaces peut-être contre les attaques avancées. L'intégration avec l'accès à l'API pour l'automatisation de tout cela, une bande passante supplémentaire, et enfin le support téléphonique. Et dans le plan entreprise, et bien là, on est sur la même base que le plan business, simplement, on rajoute la protection volumétrique
contre les attaques en déni de service distribué, donc au niveau réseau, et aussi la notion de remise sur plusieurs sites. Si vous avez de nombreuses applications, une notion de remise en volume. Voilà, vous trouverez beaucoup plus d'informations sur le site, notamment sur la description des différents plans. Mais je vous propose qu'on poursuive avec un aspect qui est lié donc, aux remises en fonction du volume. Si vous avez de nombreux sites, vous avez ici le principe du plan entreprise. Donc, c'est un abonnement annuel qui, par défaut, couvre 2 sites. Donc, 5 000 €, c'est un peu moins que la somme de 299 fois 2. Et donc, avec une notion de volume de remise en fonction du nombre de sites et aussi d'options supplémentaires pour augmenter la bande passante de vos différents sites en y ajoutant de la protection réseau contre les attaques en déni de service distribué. Voilà, si vous avez des questions sur ce sujet-là, je serais heureux de les prendre. Je voudrais revenir sur un des points que j'abordais en introduction, qui concerne l'impact pour les métiers de mettre en place une solution de type Cloud Protector. Le premier bénéfice qui me semble important, c'est que pour les utilisateurs eux-mêmes, comme pour les responsables de la sécurité informatique, de la cybersécurité, c'est une meilleure maîtrise des risques. À la fois parce que le service va mettre en œuvre, va permettre d'assurer la disponibilité du site, va permettre aussi de protéger la réputation, ce faisant, de l'entreprise, mais aussi, comme on l'a vu au début de cette conférence, va assurer une protection des données personnelles qui sont partie prenante de la problématique, hein, puisque c'est ce que cherchent à dérober sur des sites non critiques les attaquants. Donc, premier point, la maîtrise des risques. Le deuxième point, c'est que le coût de possession d'un service de protection efficace contre ces attaques est réduit. Vous avez un prix qui est, on l'a vu, adapté aux différents besoins et qui s'ajuste en fonction du nombre de sites ou d'applications. Vous avez une administration ultra simplifiée qui permet de réduire, qui se réduit ou qui se limite à la gestion de quelques faux positifs. Et tout ça, c'est donc sont des avantages, des bénéfices importants qui ne remettent pas en cause forcément les choix faits par les métiers ou par les fonctions d'utiliser tel ou tel site web ou telle application cloud, mais qui permettent à l'entreprise elle-même d'avoir une meilleure maîtrise de ses coûts et de ses risques. En résumé, et avant de prendre vos questions, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les taper dans la chatroom sur votre gauche. Pourquoi Cloud Protector? Vous l'aurez compris, c'est une solution de sécurité avancée, donc qui s'appuie sur l'expertise d'une société française qui a fait ses preuves dans le domaine de la protection des sécurités des applications web et des services web, qui s'appuie sur des technologies qui sont certifiées et qualifiées, qui allie de nombreuses techniques avancées qui font de nous un des éditeurs les plus innovants sur le marché dans le monde. Une sécurité qui est rendue accessible par le principe d'un WAF robotisé. On a complètement simplifié l'installation, puisqu'il n'y en a pas, il suffit juste de rediriger vos flux. La gestion de la sécurité est automatisée. La solution est évolutive, elle est hautement disponible. Et d'un point de vue coût aussi, elle est très accessible. Et enfin, ceci dans un cloud de confiance, hébergé en France, dans un cloud souverain, par une société, une Telehouse, et donc un opérateur et Denial, l'éditeur de cette solution, qui sont tous les deux des sociétés françaises de droit français et ne sont pas sujets au Patriot Act américain, pour garantir la pérennité de votre protection dans un contexte où, on le sait, les données peuvent être, les données critiques peuvent être exportées, je ne sais pas si c'est le bon terme, vers les États-Unis à la demande d'un juge. En résumé, et avant de prendre vos questions, la sécurité dans le cloud
Excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon animation. Facilitateur de business digital, des bénéfices clairs pour vous, pour vous si vous êtes administrateur de la sécurité de votre entreprise, pour les métiers de votre entreprise, puisque c'est la protection de votre réputation, de vos échanges digitaux, la protection contre les intrusions, les tentatives de vol de données personnelles ou de données plus critiques encore. Et puis aussi, c'est la capacité à limiter le risque d'attaque par rebond, donc le fait de compromettre tel ou tel composant du système d'information pour aller un peu plus loin à la recherche du Graal pour les attaquants. Et ceci pour toutes vos applications, qu'il s'agisse de vos applications, on va dire, critiques, certaines d'entre elles déjà protégées, celles qui sont critiques mais qui ne sont pas protégées, et enfin peut-être aussi toutes ces applications non critiques ou jugées non critiques mais néanmoins susceptibles de servir à des attaquants. Voilà, j'ai terminé mon exposé, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Comme Adeline vous l'a indiqué dans la chatroom, ce document, cette conférence sera disponible en replay, ou est disponible en replay. Si vous n'avez pas de questions, eh bien, écoutez, il me reste à vous laisser mes coordonnées et à vous inviter à profiter de notre offre d'essai gratuit qui a été prolongé à 30 jours dans le cadre de ces conférences WebIKEO. Voilà, en tapant le code WebIKEO30, vous pouvez bénéficier exclusivement d'un accès gratuit à Cloud Protector pendant 30 jours sur une application de votre choix. Voilà. Si vous avez des questions, vous avez mes coordonnées ici, n'hésitez pas à me contacter ultérieurement, je serai très heureux de répondre à vos questions. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.